Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire sur les préfinancements des crédits pour recherche et crédits pour innovation. Je suis Gisela Sanchez, responsable des partenaires conseils au sein des Finances Innovation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux de nos partenaires, Zedoul Benaïda de la société Neftis et Florent d'Euroville de Layton, qui vont partager avec nous son expertise et des cas concrets sur ces dispositifs. Et très rapidement, les préfinancements du CIR ou CII, comme on les connaît aussi, est une avance de trésorerie sur les CIR et les CII pour une entreprise. Mais ce sont vraiment nos partenaires qui vont vous donner plus de détails et des informations à ce sujet-là. Avant de passer la parole à Florent Dieldoul, je vous rappelle que vous avez à droite de votre écran la partie questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. On va laisser quelques temps à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, merci beaucoup. Et alors, Dieldoul, Florent, je vous laisse vous présenter et démarrer. Je te laisse commencer, Florent. Oui, donc Florent Desrouville, je fais partie du cabinet Layton et donc je suis manager d'une équipe de consultants donc sur la partie financement et innovation. Donc on accompagne nos clients dans la construction, la gestion et la défense de leur CIR. Et donc je suis aussi responsable du partenariat côté Layton avec Neftis, qui est représenté par Jim. Donc, Djeloul Benaïda, donc responsable du développement chez Neftis. Donc, Neftis qui est une plateforme dédiée au préfinancement du crédit d'impôt recherche. Je vous en dirai un peu plus dans les slides suivantes et vous présenter en détail un petit peu la genèse de Neftis et également toute l'offre et l'étendue de nos capacités à accompagner les entreprises innovantes françaises, qu'elles soient fintech ou non. Du coup, rapidement, effectivement, donc sur l'outil qu'est le CIR-C2I, c'est le dispositif de référence pour inciter les entreprises à faire de la R&D et donc c'est récupérer 30% des dépenses de R&D engagées sur l'année sous forme de crédit d'impôt et donc de réduction fiscale. Le principe, en fait, il est entièrement déclaratif. Donc, c'est vraiment un crédit d'impôt qu'on vient imputer sur sa liasse. Ensuite, l'administration fiscale a 3 ans pour venir contrôler ça. Le mode d'obtention, le système classique, il va être de la déduction de l'impôt sur les sociétés qu'on peut imputer pendant 3 ans et obtenir le remboursement et obtenir le remboursement immédiat s'il n'y a pas d'impôt, si on est PME au sens communautaire. Donc, quand on est dans ce cas de figure-là, donc que l'impôt est insuffisant et donc cette créance, ce CIR devient une créance auprès de l'État. Donc, le régime nominal, c'est effectivement du coup, l'impacter 3 ans sur son IS en obtient le remboursement. Et sinon, il y a un régime spécial dit immédiat pour les PME au sens communautaire, les GEI, les entreprises nouvelles ou les sociétés en procédure collective, qui va être à la déclaration, pouvoir bénéficier du fameux remboursement du CIR. La problématique qu'on rencontre, en fait, c'est que cette notion d'immédiateté, elle est toute relative. Et les délais de remboursement qu'on constate aujourd'hui sont très longs. Et donc, l'option 2, pour arriver à en faire un outil de financement, c'est effectivement de pouvoir céder sa créance à un organisme de crédit ou un organisme de titrisation pour pouvoir effectivement financer son CIR. Et donc, ça, c'est possible depuis la loi de finances, donc rectificative de 2013. Quand on parle du remboursement immédiat du CIR, en fait, c'est souvent donc un parcours du combattant. Et pour vous donner un petit peu plus de détails sur comment ça fonctionne, c'est que vous allez donc déclarer votre CIR en remplissant vos CERFA et donc déposer et enregistrer votre demande auprès de votre SIE. Ce SIE va envoyer votre dossier, votre demande CIR au pôle contrôle et expertise, donc le PCE, qui va instruire ce dossier. Donc, ça veut dire que là, déjà, en termes d'instruction, de saisine d'un inspecteur et qui va pouvoir vous demander ou pas un dossier plus ou moins abouti avec plus ou moins d'itérations, il va valider votre demande de CIR. En gros, le seuil qu'on a, qui n'est pas figé, qui peut varier un petit peu, monter jusqu'à 60 000 euros, c'est quand vous avez un CIR inférieur à 50 000 euros, l'analyse du PCE suffit et donc ça passe en comptabilité. La problématique qu'on rencontre et qui rend le remboursement du CIR assez long, c'est quand ça passe du coup au-dessus de ce seuil de 50 000, et donc que cette analyse du PCE doit être validée par la direction, qui est la division juridique et contentieuse. Donc là encore, vous devez enregistrer, instruire cette analyse,
la signature pour ensuite passer en comptabilité. Et donc, ça veut dire qu'on est confronté à potentiellement des interlocuteurs absents, des demandes d'informations avec des allers-retours, des pertes de dossiers. Et donc, c'est ça aujourd'hui, concrètement, qui rend les délais de remboursement des créanciers très longs. Merci Florent pour cette introduction sur les éléments de déclaration et de remboursement. Moi, j'aimerais bien revenir sur une notion importante qui est la notion d'immédiateté au sens de l'administration fiscale. Comme tu l'as mentionné, mention toute relative compte tenu des délais de remboursement. Sur les slides suivants, on va s'attarder modestement, bien évidemment, sur cette notion afin d'apprécier les délais de remboursement. On a souhaité partager avec vous quelques éléments sur notre historique de remboursement. Voici quelques notions clés pour comprendre les éléments qui vont vous être présentés sur cette slide. Donc, Neftis fait l'acquisition d'environ 200 créances de CIR chaque année, sur des créances le plus souvent supérieures à 90 000 euros. Lorsqu'on parle de CIR, on parle de CIR et de C2I également. On a cette chance de pouvoir financer des entreprises sur l'ensemble du territoire français et dans tous les secteurs d'activité et de recherche également. Il est important de comprendre qu'il n'y a aucune règle ou harmonisation au niveau national et que les remboursements dépendent donc de chaque SIE, donc centre des impôts des entreprises. Donc, à la lecture du graphique suivant, ce que l'on peut constater, c'est que nous avons à peu près 50% des créances qui sont remboursées avant la fin de l'année N+1. Donc, l'entreprise constitue son CIR. La plupart du temps, elle déclare son CIR entre le mois de février et au plus tard au mois de mai. Et donc, l'administration fiscale juge que dans cette notion d'immédiateté, elle a à peu près 6 mois pour rembourser l'entreprise. Donc, on constate que 50% des créances sont remboursées, on va dire dans un délai de 6 mois, et que les 40 ou 50% qui restent, ils sont remboursés 6 mois après l'année N+1. Donc, ce qui fait qu'il faut attendre à peu près une année, si on constate, pour certaines entreprises, pour pouvoir récupérer le bénéfice de leur crédit d'impôt recherche. Ensuite, il reste un reliquat d'à peu près 8% qui ne sont toujours pas remboursés à notre niveau à la fin de l'année N+N et à l'année N+2, je veux dire, pour des raisons diverses, notamment par manque de documentation fournie par l'entreprise. Donc, comme tu l'as mentionné, Florent, l'entreprise doit transmettre un dossier, étayer ses projets et ses programmes de recherche. Et donc, l'administration fiscale va lui demander des documents. Ensuite, ça prend du temps parce qu'il y a une expertise du ministère de la Recherche également qui peut être diligentée. Et dans le cas le plus extrême, c'est-à-dire un contrôle fiscal qui peut être opéré, parce que l'administration fiscale se réserve le droit pendant une période de 3 années, après la déclaration ou le remboursement du CIR, de contrôler l'entreprise et de vérifier que les éléments de recherche et les éléments de dépense sont bien en adéquation avec les éléments présentés par l'entreprise. Et après, le cas de figure, j'ai envie de dire, le plus extrême, mais non moins classique, c'est le fameux dossier, le dossier perdu. Donc, on a souvent cette réponse de la part des SIE, où est le dossier? Le dossier, il a été perdu. Ainsi, l'entreprise se doit à nouveau de renvoyer l'ensemble de la documentation et attendre encore une fois plusieurs mois pour espérer le remboursement de son CIR. Sur la slide suivante, on va s'attarder sur la promesse du gouvernement quant au remboursement sous quelques jours des créances CIR 2019. Suite à la période Covid, le gouvernement a voulu aider les entreprises innovantes et il a décrété que toutes les entreprises allaient pouvoir bénéficier, non pas sous quelques mois de leur CIR, mais sous quelques jours du remboursement de leur CIR 2019. Ce que l'on peut constater à notre niveau, c'est que les 2/3 des remboursements entre mars et mai concernaient surtout les créances de CIR 17 et 18. Donc, il y a eu un phénomène de rattrapage. Donc, ils ont sûrement voulu solder tous les CIR qui étaient en souffrance et ensuite s'attarder au remboursement des CIR 2019. Donc, on a pu constater également un pic de remboursement au mois de juin et que depuis cette date, nous sommes sur un train plutôt décroissant. Et enfin, sur le mois de septembre, nous sommes sur un quasi-tarissement des remboursements des CIR 2019.
Donc aujourd'hui, un mois après la rentrée, on reçoit très peu de remboursements sur les créances 2019. Sur la troisième et dernière slide au sujet des remboursements, si nous remettons en perspective notre historique avec les mesures Covid pour un remboursement anticipé du CIR, nous constatons effectivement une accélération des délais de remboursement avec un tassement dès le mois d'août. Malheureusement, les premiers retours terrain nous laissent présager un retour à la normale et donc des délais de traitement des demandes de remboursement plus longs. Donc, si on repart sur la première slide, donc on repart sur des délais extrêmement longs. Donc, nous, à notre niveau, ce qu'on constate, c'est que les délais de remboursement habituellement sont d'à peu près 8 mois. Donc, on est peut-être reparti sur cette dynamique qui veut que les 50% de créances qui ne nous ont pas été remboursées vont être remboursées dans les 6 à 8 prochains mois. Enfin, si on regarde la promesse initiale pour un remboursement sous quelques jours, force est de constater que la promesse n'a pas été tenue, malgré une accélération des délais de remboursement sous quelques semaines ou quelques mois. Pour la simple et bonne raison, c'est que les services des impôts ont été confrontés aux mêmes difficultés que les entreprises, à savoir le confinement, le télétravail, les arrêts maladie. Donc, ils ne peuvent pas échapper également aux contraintes qui sont les leurs. Et donc, ils ont fait leur maximum, mais les délais sont ce qu'ils sont et ça prend du temps. En conclusion, nous pouvons féliciter malgré tout les services des impôts pour l'exécution plus rapide des paiements, compte tenu du contexte sanitaire. Cependant, il faut rester prudent quant aux promesses d'immédiateté des remboursements. Et là, c'est là où le bas blesse, c'est que certaines entreprises ont décidé, à notre niveau, de retarder ou d'annuler leur demande de préfinancement du CIR 2019. Et à l'heure où je vous parle, elles n'ont toujours pas bénéficié de leur CIR 2019. Donc, on est en train de réactiver des demandes de préfinancement du CIR 2019 en catastrophe. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et pour certaines d'entre elles, malheureusement, il est un peu trop tard. Je ne vais pas m'attarder sur les cas délictueux. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, chez Neftis, on est en train de rattraper un petit peu les choses. Et si besoin, on préfinance le CIR 2019 encore aujourd'hui. Et on le fera aussi longtemps que nécessaire. Enfin, est-ce que le CIR est un outil de financement efficace? Oui, c'est un outil indéniable de soutien à l'innovation française. Aujourd'hui, ça fait bientôt 5 ans que je suis chez Neftis et j'ai traité des centaines de dossiers. Et je peux vous l'assurer que c'est un outil indéniable de soutien à l'innovation française et que le préfinancement vient apporter un plus dans la gestion et le pilotage de la trésorerie des entreprises, au sens où les entreprises que j'accompagne depuis 4 ou 5 ans, elles reviennent d'année après année et elles intègrent cet outil-là dans la gestion, la bonne gestion de leur trésorerie. Et j'aimerais terminer sur la raison d'être de Neftis. On a beaucoup travaillé sur la raison d'être de Neftis et in fine, cette raison d'être, elle ne vient pas de nous, elle vient concrètement des entreprises. Et donc, notre raison d'être, c'est d'améliorer la trésorerie des PME et des ETI françaises à haute intensité technologique en transformant leur CIR et leur C2I en outils de financement. Non plus comme un outil d'incitation à faire de la recherche, non plus un outil d'incitation à engager des jeunes docteurs ou autres, non, mais vraiment comme un outil qui vient en complément des autres aides et levées de fonds qui existent sur le marché, et donc qui vient intégrer cette palette de financement qui s'offre aux entreprises. Florent, je peux te laisser la main sur un petit témoignage d'une entreprise qu'on a pu accompagner ensemble. Tout à fait. Et donc, un client Layton qui du coup fait appel à Neftis. Pourquoi? Effectivement, Jelou parlait de la raison d'être de Neftis, c'est que Artfi est une société ambitieuse avec un investissement R&D constant et très important. Et avec un besoin effectivement donc d'optimiser sa trésorerie et ne pouvant pas se permettre d'attendre avec un aléa sur les délais des remboursements en année N+1, N+2 de son CIR. Et du coup, ce qu'on fait avec Artfi depuis maintenant 5 ans, c'est que le CIR est financé par Neftis au fil de l'eau. Donc très concrètement, on fait 4 étapes de financement dans l'année, donc avec je vais rentrer un peu plus dans les détails du fonctionnement, les dépenses engagées, ce qui permet à Artfi de toucher son CIR via le mécanisme de Neftis de manière trimestrielle.
et ce qui, du coup, donne une lecture, une visibilité en gestion de trésorerie très, très forte pour les équipes financières d'Artfire. Donc, on va rentrer cette fois-ci dans le détail de l'offre Neftis, mais avant de rentrer dans le détail de l'offre Neftis, un petit rappel sur qui est Neftis. Aujourd'hui, Neftis est la première plateforme de financement des entreprises innovantes en France, avec un premier produit qui est le préfinancement du crédit d'impôt recherche innovation. Donc, le produit a été lancé en 2015. Et donc, cette année, on a pu, malgré les événements, fêter notre 1000e opération sur à peu près 550 entreprises et pour un volume total aujourd'hui de plus de 490 millions d'euros. Donc, la vocation de Neftis, c'est vraiment d'aider les créateurs et dirigeants d'entreprises. J'insiste sur la notion de création, ça veut dire qu'on est en capacité de financer les entreprises sur leur premier exercice et également les accompagner tout au long de leur développement afin de sécuriser, d'accélérer leurs investissements de recherche. Donc, c'est un dispositif exclusif aujourd'hui. On n'est pas les seuls à le faire sur le marché, mais on peut dire qu'on est le seul acteur à le faire de façon aussi massive et industrielle, avec des critères de financement qui sont extrêmement larges, qui se démarquent notamment des critères bancaires classiques. Et ça, je reviendrai un peu plus tard sur les critères de financement. Donc, le mécanisme de préfinancement, il est le suivant. Donc, aujourd'hui, on est en capacité d'accompagner toutes les entreprises, peu importe leur taille, peu importe leur date de création, et également, peu importe leur situation financière. Nos critères principaux sont que l'entreprise doit déclarer un CIR et un C2I supérieur ou égal à 100 000 euros par an, d'être non redevable à l'IS, pour qu'il y ait création d'une créance sur l'administration fiscale, d'être in bonis également. L'analyse financière va pas se faire sur le bilan de l'entreprise, donc on ne va pas regarder le passé de l'entreprise, on va plutôt s'intéresser sur quelque chose de très, très particulier. Et là, on va se détacher un petit peu de vos notions financières classiques. Et je vais vous choquer, nous, on va s'intéresser sur le taux de survie de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est en capacité de tenir financièrement jusqu'à la déclaration de son CIR et de C2I? Parce que nous, on va acquérir une créance de C2I, et pour pouvoir acquérir et faire en sorte que cette créance est, il faut que l'entreprise déclare sa créance de CIR et C2I. Donc, partant de ce postulat, nous, on va utiliser une méthode d'analyse qui va se baser sur les flux de trésorerie de l'entreprise. Et dans ces flux de trésorerie, on va intégrer également le préfinancement du CIR qui va permettre de sécuriser la déclaration de l'entreprise, en tout cas le dépôt de cette déclaration. Ensuite, il y a un élément extrêmement important pour nous qui est la phase d'audit. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur l'expertise de l'Eton. Cette partie audit est essentielle et cruciale dans l'appréciation du risque. Donc, nous, on va donc donner un accord financier à l'entreprise, toujours sous réserve d'audit, et cet audit doit nous permettre de valider ou pas les dépenses et les projets qui ont été présentés par l'entreprise. Florent vous en parlera un peu plus tard sur les grandes étapes de l'audit. Mais en tout cas, c'est une notion fondamentale pour nous. Il faut qu'au moins 80% des dépenses déclarées par l'entreprise soient validées par nos experts. Concernant les modalités de financement, donc les modalités de financement sont exactement les mêmes pour toutes les entreprises, peu importe leur taille, peu importe leur secteur d'activité et peu importe leur santé financière. Donc nous, on est en capacité d'accompagner les entreprises sur un montant de 92,5% du montant sécurisé par le crediteur. Ensuite, au moment où l'administration fiscale va nous rembourser 100% de notre créance, on sera en capacité de vous restituer 5% supplémentaires au titre de la retenue individuelle. Et enfin, il reste une dernière retenue, dite une retenue collective d'un montant de 2,5%. Cette retenue vient abonder un fonds mutualisé de garantie qui vise à couvrir le risque d'impayé du fonds. Donc le fonds qui va acquérir les créances de CIR va être dissous à sa date de maturité. Donc sa date de maturité est prévue dans 5 ans. Et uniquement à ce moment-là, on va restituer l'ensemble des retenues, diminuer des éventuelles pertes que le fonds aurait pu subir. Donc, si je résume, donc vous allez nous céder 100% de votre créance CIR. On va vous préfinancer 92,5 tout de suite.
5% supplémentaires au moment où l'administration fiscale va nous rembourser et 2% qui vont venir abonder le fonds de garantie et qui vous seront restitués à la liquidation du fonds qui est prévue dans 5 ans. Ensuite, le processus d'acquisition de la créance est très simple. J'insiste sur très simple parce qu'aujourd'hui, Neftis a vocation à financer toutes les entreprises qui se trouvent sur l'ensemble du territoire français. Et pour ce faire, on a décidé d'avoir une solution 100% digitale et 100% dématérialisée, raison pour laquelle on a été caractérisé comme entreprise innovante par le pôle Finance Innovation, parce que on a apporté une solution originale sur le marché, on a apporté également une solution originale dans le traitement des demandes, d'un point de vue analyse financière, mais aussi on a permis la simplification des demandes de financement. Donc aujourd'hui, tout va se passer sur neftis.fr. La première étape consistera toujours à faire une simulation. Comme les entreprises sont toutes logées à la même enseigne et que les conditions financières sont exactement les mêmes, donc elles vont pouvoir retrouver rapidement les trois grandes étapes de financement, plus le coût du financement qui est annoncé également, qui est de 4,25% par an, plus les frais de dossier Neftis. Une fois que l'entreprise a pu apprécier sa simulation, elle peut immédiatement passer à l'étape 2, qui est la complétude du dossier en ligne. Il faut compter à peu près 15 à 20 minutes pour compléter le dossier en ligne. Beaucoup de questions auxquelles il faudra répondre par oui ou par non, et des éléments classiques à télécharger, comme le dernier dossier technique CIR, la dernière ou les 2 dernières pièces fiscales, une présentation d'entreprise et un petit tableau de trésorerie pour qu'on puisse apprécier la tension de trésorerie et pour vérifier s'il y a une tension jusqu'au moment de la déclaration du CIR. Une fois que le dossier est complété, l'entreprise peut passer en comité d'investissement. Donc, on a cette chance chez Neftis d'avoir un comité d'investissement qui se tient chaque semaine. Donc, tous les jeudis matins, il y a un comité qui se tient. À part la semaine de Noël et la semaine du 15 août, on tient un comité chaque semaine. Une fois que le comité a donné son accord, à ce moment-là, on va faire appel à un de nos partenaires, ce qui peut être l'Eton ou un autre. Donc, l'Eton va se charger de procéder à l'étape d'audit, qui dure entre 10 et 15 jours dans le meilleur des cas. Une fois que l'audit est terminé, on va venir valider le montant final, on va éditer les contrats et passer à la signature électronique des contrats. Et une fois que les contrats sont signés électroniquement, le déblocage des fonds se fait dans les 24 à 48 heures qui suivent. Donc, généralement, l'ensemble du processus va prendre entre 3 et 5 semaines. On est en capacité de descendre en dessous vraiment quand il y a des vraies tensions de trésorerie et que la survie de l'entreprise est engagée. Je donne un cas extrême. Souvent, au mois de décembre, on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir en situation d'urgence pour simplement pouvoir boucler la fin de l'année et surtout payer les salaires à la fin du mois. Donc, ce qu'on conseille aux entreprises, c'est vraiment d'être honnête avec nous et de nous dire exactement quelle est la situation de trésorerie pour qu'on puisse apprécier l'urgence et mettre l'ensemble des collaborateurs et des partenaires au diapason pour qu'on puisse avancer rapidement sur le processus et délivrer les fonds le plus rapidement possible. Hop, je te laisse la main, Florent, sur les étapes. Pour rebondir effectivement sur ce que tu disais sur les délais, dès qu'effectivement vous êtes passé en comité, nous on va prendre contact avec vous pour lancer le processus d'audit via la data room. La première étape, elle est cruciale, c'est on va définir le planning ensemble et le rétro-planning. Et donc effectivement, comme le disait Géloul, nous ce qu'on a besoin de savoir tout de suite, c'est quelle est la deadline pour laquelle vous avez besoin de toucher le fonds et quelle est l'urgence en trésorerie. Il l'a dit, quand on a 3 à 4 semaines devant nous, parfait. Quand c'est pour payer les salaires en fin du mois et qu'on a 7 jours, on s'organise pour le faire, mais en fait, vite on en a besoin. L'autre point, du coup, derrière, on va avoir une prise de contact où on va collecter et vous lister l'ensemble des éléments dont on a besoin. L'enjeu pour nous, effectivement, pour Neftis, c'est ce que nous demande Neftis, c'est de simuler un contrôle de l'administration fiscale et potentiellement du ministère de la Recherche, et donc d'analyser l'ensemble des éléments financiers et techniques. Neftis ne finance que des dépenses à date, donc ce qui veut dire que pour l'audit, on va avoir besoin de vos chiffrages à date, selon l'arrêté qui est défini, avec les dépenses exactes, et ensuite, soit du dossier technique de l'an dernier, et ensuite de pouvoir discuter et échanger sur les projets. Du coup, ensuite, on fait une réunion de travail dans vos locaux, quand la situation sanitaire le permet.
ou alors en visioconférence. Et donc, cette réunion de travail, elle a vraiment vocation à pouvoir, sur la base des mots que vous avez envoyés, pouvoir échanger sur les pratiques de valorisation, sur le chiffrage, les justificatifs, mais aussi discuter de vos projets de recherche et de leur éligibilité au CIR pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que vous les avez valorisés. Et donc, c'est vraiment important ici d'avoir dans quelqu'un qui représente l'équipe financière, quelqu'un qui va représenter, qui aura une vision sur les projets techniques. Une fois qu'on a ces discussions, on va produire une première version draft du rapport qui, du coup, synthétise effectivement notre analyse sur l'ensemble des postes de dépenses et sur l'ensemble des projets valorisés. Comme l'a dit Djelou, le Neftis ne finançant que ce qui est donc la part entièrement sécurisée. Si nous, on identifie un potentiel risque ou point d'intention, on vous le partage pour que vous puissiez comprendre notre analyse et qu'on puisse être en phase. Une fois qu'on a fait ça, on délivre du coup le rapport définitif à Neftis, qui du coup permet de réenclencher le processus qu'on voyait juste avant et qui du coup va permettre de débloquer les fonds. Donc, la particularité, c'est que quand vous êtes client Layton, cette expertise-là et cet audit, cette analyse, ce rapport est produit également, mais il est produit en interne. Et donc, en tant que Neftis, nous auditons nos propres clients, nous construisons ces CIR avec vous, et donc on produit ces rapports-là. Donc, le premier avantage, c'est effectivement que ça n'induit pas pour vous de frais d'audit complémentaires. L'autre impact, et on l'a assez bien illustré avec l'exemple d'Artfy, c'est la possibilité en fait de moduler son financement. Et donc, un de nos clients veut utiliser la solution de Neftis et que le comité de financement a donné son feu vert, eh bien, on va moduler ces sessions de financement au long de l'année en fonction de vos besoins. Et aujourd'hui, nous, notre engagement, c'est que s'il faut faire 3 financements, on va les travailler avec vous et ça n'engendrera pas non plus de coûts supplémentaires. Après, du coup, en tant que conseil, cette fois-ci, notre mission est bien plus vaste que celle d'auditeur pour Neftis. Et donc, notre rôle, c'est effectivement de vous construire le CIR ensemble, de le justifier et de vous accompagner juridiquement et avec une assistance en contrôle jusqu'à prescription fiscale. Et donc, c'est vraiment un accompagnement complet à 360 sur ces problématiques-là. Ensuite, je l'évoquais, on travaille, nous, on a un cabinet d'avocats partenaires qui fait de la veille active sur le dispositif. Et cette veille active, elle sert à nos clients, mais elle sert aussi pour les audits Neftis. C'est-à-dire que ce regard qu'on va avoir sur les audits, c'est le dernier regard à date de la législation. C'est un dispositif juridique fiscal qui évolue dans le temps. Ce que nous demande Neftis, c'est effectivement d'avoir cette position-là et ce curseur-là sur le positionnement actuel des contrôles. Donc, pour illustrer ce propos sur l'évolution dans le temps du dispositif, vous avez des faits marquants et récents. Donc, vous avez aujourd'hui le guide du CIR, donc 2018 et 2019, qui a eu un impact assez notable sur la sous-traitance, sur la sous-traitance en régie, avec des notions de sous-traitance de capacité, de spécialité, sur les études cliniques, sur beaucoup de sujets comme ça. Il faut avoir en tête que le guide du CIR a vocation à être un guide d'aide aux entreprises pour s'inscrire dans le dispositif. Et donc, on a été confronté avec un guide du CIR qui a été fait sans concertation avec l'administration fiscale et qui prend des positions qui vont à l'encontre de la doctrine administrative. Ceci étant dit, on pourrait dire on se rattache à la doctrine et le problème est réglé, mais on se rend compte aussi en contrôle que les inspecteurs et les experts s'appuient plus sur le guide que sur la doctrine, ce qui peut poser des problèmes. Sur ces sujets-là, et notamment sur le sujet de la sous-traitance, il y a une décision du Conseil d'État qui a été publiée en juillet. Le Conseil d'État faisant office de jurisprudence à l'échelle du pays, ça permet de trancher des sujets qui étaient en interprétation depuis longtemps, et notamment sur la sous-traitance et sur le fait qu'on puisse être éligible une sous-traitance qui est indispensable aux travaux, mais pas forcément en soi de la R&D. Le Conseil d'État a tranché en faveur de la position qu'on avait et de la position des entreprises. Donc ça, c'est typiquement une bonne nouvelle et c'est quelque chose qu'on intègre aussi dans nos analyses avec Neftis. Il y a effectivement aussi une évolution récente sur la jurisprudence, la sous-traitance de rente 2. Il y avait aujourd'hui un flou juridique sur le fait que si vous sous-traitiez une partie de votre R&D et que votre sous-traitant en sous-traitait une partie, l'administration fiscale pouvait dans certains cas retoquer une partie de votre sous-traitance. Aujourd'hui, il y a une nouvelle jurisprudence qui est sortie là-dessus et qui permet effectivement de se dire que c'est pas le
problème du donneur d'ordre à partir du moment où vous sous-traitez un organisme agréé. Si c'est bien éligible au CIR, il n'y a pas à se poser la question d'une potentielle sous-traitance de rang 2. Ça ne vient pas remettre en cause l'éligibilité. Et enfin, en septembre, il y a une nouvelle décision du Conseil d'État sur le CIR, et notamment sur la position sur les organismes agréés, qui vient simplifier une position de l'administration et une position de doctrine que le Conseil d'État a jugée comme abusive et donc a supprimée. Et donc, qui permet à ces organismes-là de se réintégrer plus sereinement dans un dispositif qui était aussi fait pour eux. On vous a mis effectivement aussi les liens sur ces décisions récentes qui ont un impact et sur l'analyse qu'on a pu en faire. Si ça vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à aller regarder la documentation et l'analyse un peu plus détaillée. Merci Florent pour ces détails, j'ai envie de dire, fiscaux et déclaratifs qui ont un impact certain dans la bonne gestion de notre côté sur l'appréciation du risque, mais également pour les entreprises qui peuvent être amenées à valoriser ou non des dépenses et donc qui a un impact immédiat sur le CIR préfinancé est déclaré par l'entreprise. Donc nous, on va prendre deux cas pour comprendre un petit peu les enjeux financiers pour les entreprises. Il y a deux choses, il y a deux éléments importants qui sont les créances nées et les créances en germe. Donc les créances nées, c'est une notion qui est importante au sens où une créance née, une créance qui est déclarée auprès de l'administration fiscale, donc qui a une existence juridique et sur laquelle on peut avoir une idée précise sur l'appréciation du risque et également du montant déclaré par l'entreprise. Donc, le montant est clair, la créance est déposée, l'analyse du risque financier est toujours faite, mais elle intervient en second plan. Et là, l'intérêt d'avoir un audit est encore plus important parce que voilà, il faut qu'on prenne une décision rapidement. Et cette analyse va être basée uniquement sur l'appréciation du risque, le risque fiscal et le risque sur la recherche. Donc, sur cet exemple-là, donc, sur une déclaration de CIR 2019 déposée en juin 2020, pour un montant de 384 000 euros. Donc, si je reprends la décomposition que je vous avais présentée un peu plus tôt, donc sur les 92,5%, les 5% et les 2,5%, donc on retrouve une première tranche de financement assez rapide au mois de juin, donc qui reprend 92,5% du CIR. On arrive sur un montant de 355 000 euros net versés. Ces 355 000 euros sur lesquels on a déduit l'ensemble des frais financiers, c'est-à-dire les 4,25% d'intérêts qui vont courir entre la période où on va acquérir la créance et la période théorique de remboursement de l'administration fiscale. Donc, dans le cas présent, à peu près au mois d'octobre. Donc, on va couvrir les intérêts sur cette première période. Donc, on va précompter les frais financiers plus les frais de dossier Neftis. Et si l'État n'est pas le conseil d'entreprise, à ce moment-là, on va intégrer également les frais d'audit. Donc, l'ensemble des frais sont précomptés de cette première tranche de 92,5%, ce qui permet à l'entreprise de pouvoir recevoir un flux de trésorerie net de frais, c'est-à-dire pas de garantie sur l'entreprise, pas de garantie sur le dirigeant et également pas de mensualité. Donc, l'entreprise reçoit son flux de trésor, donc son cash, et elle peut en disposer comme elle le souhaite. Une fois qu'on a fait l'acquisition de cette créance, on va attendre le remboursement effectif de la créance. Donc, dans le cas présent, on est remboursé au mois de décembre. Et une fois que l'administration fiscale va nous rembourser, donc la créance appartient au fonds et le fonds est remboursé à la place de l'entreprise, nous, on va récupérer l'avance de trésorerie plus l'avance des frais qui ont été opérés par le fonds et on va pouvoir restituer à l'entreprise la retenue de 5%. Et on va garder dans le fonds de garantie les 2,5%. Donc ça, c'est le cas classique, le cas facile, qui est montant déclaré, montant audité et une première tranche de financement. Il y a le deuxième cas, et c'est là où Neftis se démarque un petit peu des offres qui peuvent exister sur le marché, parce que voilà, on est l'un des seuls acteurs à faire le préfinancement des créances en germe. Une créance en germe, c'est une créance qui est en cours de constitution, typiquement une créance de CIR 2020, donc qui est en train de se constituer entre le 1er janvier 2020, qui va prendre fin au 31 décembre
2020 et qui va être déclaré quelque part entre janvier et mai 2021. Donc, nous, on va intervenir et on va pouvoir préfinancer toutes les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, donc qui font partie de l'assiette de CIR, entre le 1er janvier et la date où l'entreprise va présenter son dossier. Concrètement, aujourd'hui, si une entreprise se présente à nous, nous sommes en capacité de pouvoir préfinancer le CIR constitué entre le 1er janvier et le 30 septembre. Donc, on va pouvoir procéder à un premier versement sur le mois d'octobre, après bien évidemment l'accord du comité plus l'audit de Layton. Et ensuite, au mois de janvier, on va pouvoir apporter un flux de trésorerie supplémentaire sur les mois d'octobre, novembre et décembre. Toujours le même principe, on finance 92,5% des dépenses sécurisées par l'audit. Sur cette première tranche de financement, on va venir déduire l'ensemble des frais financiers, frais de dossier et éventuellement frais d'audit. L'entreprise n'a toujours rien avancé, donc elle va recevoir un flux de trésorerie, dans le cas présent, de 266 000 euros. Ensuite, au mois de janvier, on va procéder à un deuxième audit. Et à ce moment-là, on va pouvoir procéder à un deuxième versement. Et concernant ce deuxième versement, il n'y a aucun frais avancé par l'entreprise, compte tenu que l'ensemble des frais ont déjà été précomptés du premier versement. Donc, on va pouvoir recevoir un flux de trésorerie net, cette fois-ci de 89 000 euros. Toujours le même principe, on va attendre que l'administration fiscale nous rembourse. On rembourse 5% supplémentaires au titre de la retenue individuelle. Et enfin, les 2,5% qui sont dans le fonds de garantie jusqu'à la date de maturité qui est prévue dans 5 ans. Donc, deux cas de figure, un premier décaissement ou plusieurs décaissements au fur et à mesure de l'engagement des dépenses de R&D éligibles au CIR. Donc, ça peut être deux tranches, 3 tranches, 4 tranches. Plus le CIR est important et plus on peut consentir à faire de tranches. Et plus le CIR est petit et plus on se contentera de faire 1 ou 2 tranches de financement. Pourquoi le CIR est un élément, pour certaines de nos entreprises, crucial de pilotage de la trésorerie? Là, on va prendre l'exemple d'une entreprise que Neftis a pu financer et pour un montant d'à peu près 850 000 euros. Ce financement s'est fait en 3 tranches successives durant toute l'année 2019 et 2020. Dans le cas présent, on peut voir que l'entreprise débute son deuxième trimestre 2019 en position de trésorerie positive, à peu près 520 000 euros. Donc, si on s'attarde sur la courbe rouge, on voit très rapidement que la trésorerie disponible passe rapidement dans le rouge pour devenir très négative pour atteindre un palier de moins 600 000 euros. Sans l'intervention de Neftis, 2 cas de figure, soit l'entreprise se retrouve en cessation de paiement, soit l'entreprise doit dégraisser massivement et réduire ses coûts pour pouvoir retrouver une situation de trésorerie positive. L'autre cas de figure, c'est une start-up qui peut s'asseoir et s'asseoir sur des actionnaires au rein assez solides, les solliciter à nouveau pour abonder au capital, pour pouvoir permettre à l'entreprise de continuer à se développer. Mais sur ce dernier scénario, donc c'est un scénario qui est long, qui est fastidieux, qui demande beaucoup de négociations et parfois avec un résultat qui peut s'avérer incertain. Donc, soit on arrive sur ces 3 scénarios, soit elle peut décider d'actionner un levier qui lui appartient, qui est interne, qui est de la trésorerie qui n'est pas disponible immédiatement parce qu'elle doit être déclarée et remboursée par l'administration fiscale sur un délai qui est cette fois-ci également incertain. Donc nous, on est venu sur cette entreprise-là apporter un financement de 850 000 euros en 3 tranches et comme vous pouvez le constater, la trésorerie est restée en positif tout au long de l'année. Donc entre juin 2019 et juin 2020, l'entreprise a toujours eu un flux de trésorerie positif et même très positif au dernier trimestre 2020, au T2 2020, avec une position cash de 255 000 euros. Alors que si elle n'avait pas préfinancé son CIR, elle serait retrouvée dans une position de trésorerie de moins 530 000 euros. C'est une fois qu'on a utilisé le préfinancement du CIR pour piloter sa trésorerie, on voit tout l'intérêt de pouvoir bénéficier d'une ressource interne, donc qui n'est pas une ressource qu'on va réclamer en externe, que ce soit une banque ou ses investisseurs, et on apporte vraiment ce flux de trésorerie immédiatement, à l'espace de quelques semaines, et on vient sécuriser la trésorerie de l'entreprise et on vient apporter de la sérénité également, soit aux dirigeants, soit aux directeurs financiers de l'entreprise.
Donc, quel est l'intérêt du crédit d'impôt recherche? L'intérêt, il est, comme je vous l'ai présenté, il est de plusieurs natures. Donc, il permet dans un premier temps d'améliorer la trésorerie de l'entreprise, de sécuriser la trésorerie de l'entreprise et de l'améliorer dans un cas de levée de fonds. Parce que lorsqu'on est dans une phase de levée de fonds, il y a un rapport de force qui peut se créer entre l'entreprise et les investisseurs. Certains profitent de la tension de trésorerie pour avoir de meilleures conditions d'entrée. Donc, une fois que l'entreprise a préfinancé son CIR, elle se retrouve dans des positions de négociation plus favorables. Tout simplement également parce qu'il y a un blocage du remboursement de l'administration fiscale qui est dû à un dossier égaré, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a une expertise du ministère et également, en cas de contrôle fiscal, on est en capacité de pouvoir préfinancer le CIR, même dans ce cas extrême qui est le contrôle fiscal. À partir du moment où on a une sécurité qui est apportée par nos conseils sur la nature et la véracité des dépenses de R&D, nous sommes prêts à avancer et à apporter la trésorerie nécessaire à l'entreprise. Après, ça, c'est les cas les plus favorables. C'est les cas où on aime bien intervenir. C'est quand il y a de l'investissement en R&D, ce qui permet de lancer de nouveaux recrutements, de jeunes docteurs, lancer de la prospection pour aller attaquer de nouveaux marchés. Et dernier cas, fiabiliser son cash flow prévisionnel, avoir cette sérénité dans le pilotage et la bonne gestion de son entreprise. Peut-être, Florent, tu avais quelque chose d'autre à rajouter, ton expérience sur cet apport de trésorerie du préficir dans la bonne gestion de l'entreprise? Et effectivement, après, moi c'est les cas de figure. En fait, tous ces cas de figure, je les ai rencontrés. Et à chaque fois, en fait, c'est vraiment un bel outil de financement. Et comme l'évoquait Djeloul, qui s'active assez simplement et assez rapidement. La plateforme Neftis se tourne très bien. Ils sont réactifs. Il y a un comité toutes les semaines. Et donc, c'est vraiment, ça permet vraiment d'utiliser son CIR au fil de l'eau, en fonction de ses besoins. Et les cas de figure peuvent être variés, effectivement. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que souvent, dans la majorité des cas, les banques ne permettent pas de faire. Et donc, quand on en a besoin, il ne faut vraiment pas hésiter à s'en servir. Oui, la question, c'est pas. Les banques aimeraient faire, mais malheureusement, elles ont leurs propres contraintes réglementaires. Nous, oui, c'est ça. Les contraintes d'un fonds et les contraintes d'une banque sont totalement différentes. L'appréciation du risque est également différente. En conclusion, là, pour présenter un produit qui est original sur le marché, donc on fait la promotion du produit pour que toutes les entreprises gardent en tête qu'il y a un levier qui existe aujourd'hui et qu'il y a une fintech. Donc, les fintech apportent cette couche supplémentaire qui est technologique, mais également produit. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est que aujourd'hui, l'écosystème fintech, il est vraiment là pour aider les entreprises classiques, mais également toutes les entreprises innovantes. Et c'est une petite fierté pour nous qu'une startup puisse financer d'autres startups également. Donc, on est ouvert aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Et oui, on a des questions. Donc, alors, je commence par une. Alors oui, on a vu dans votre présentation, dans les critères d'éligibilité au crédit aussi, que vous préfinanciez des dossiers qui vont au-delà des 100 000 euros. Alors, la question d'Isabelle, c'est en dessous de ces montants, connaissez-vous des organismes qui préfinancent? Bonjour Isabelle. Pour répondre à pourquoi on a instauré ce seuil de 100 000 euros, parce qu'il y a un certain nombre de frais, il y a un coût également. Et donc, on juge qu'en dessous de 100 000 euros, peut-être que, voilà, éthiquement, nous, on n'est pas à l'aise pour financer des créances en dessous de 100 000 euros, parce qu'on peut juger que le coût peut être important pour les entreprises. Dans certains cas de figure, on peut descendre pour des créances mais, c'est-à-dire déclarées auprès de l'administration fiscale, on peut descendre jusqu'à 81 000 euros. Donc, juste un peu au-dessus du seuil du C2I qui est de 80 000 euros. Et voilà, s'il y a une créance de 80 000 euros, on peut aller jusqu'à ce plancher. En dessous, on ne peut pas descendre parce que réglementairement, on ne peut pas le faire.
Et est-ce que je connais un organisme qui est prêt à vous financer en dessous de celui-là? Non. Mais en tout cas, Neftis travaille pour un jour pouvoir proposer une solution pour toutes les créances inférieures à 80 000 euros. Mais là, en l'état actuel des choses, je ne connais pas d'organisme qui est en capacité de vous accompagner selon les mêmes conditions que Neftis en dessous de 80 000 euros. Et moi non plus, effectivement. Ok, bon, j'espère que ça a répondu à la question d'Isabelle. Je n'ai beaucoup de questions et c'est quelque chose que je me demandais aussi. Alors, Victor nous demande si est-il possible de demander les remboursements du crédit impôt au crédit innovation en ayant eu zéro des chiffres d'affaires? Excellente question, Victor. Excellente question. J'ai complètement omis de vous présenter le fameux cas que Neftis a pu financer. Donc, les 3 premières, je vais vous faire un peu d'histoire. Donc, on a lancé le fonds en 2015. Donc, on cherchait à acquérir les premières créances. Donc, on était dans une phase d'apprentissage. Et les 3 premières créances financées par Neftis, c'est 3 biotech. Donc, pourquoi biotech, c'est un cas emblématique du préfinancement du CIR? Parce que concrètement, une biotech ne coche aucune case auprès d'un établissement bancaire. C'est-à-dire qu'une biotech ne fait pas de chiffre d'affaires, dépense énormément d'argent, a un résultat extrêmement négatif, et pour certaines d'entre elles, elles peuvent déclarer plusieurs millions d'euros de CIR. Présenter une entreprise comme ça à un banquier, et c'est la crise cardiaque assurée immédiatement. Nous, contrairement à une banque, on va regarder cette entreprise, on va la regarder avec des yeux qui pétillent, au sens où on est sûr qu'une biotech, donc si une biotech ne fait pas de recherche, je ne sais pas quelle entreprise fait de recherche, parce que nous, pour nous, une biotech, c'est une très belle entreprise, au sens du crédit d'impôt recherche, au sens de la recherche. C'est-à-dire qu'on a une quasi-certitude qu'en cas de contrôle fiscal, hormis quelques éléments comptables, que le cœur de projet est éligible au CIR. Et donc, nous, on va regarder la biotech, on va la financer, on va l'accompagner, et pour certaines d'entre elles, on va les financer sur plusieurs millions d'euros et sur plusieurs années. Bien évidemment, on va s'appuyer sur l'expertise de Florent pour vérifier qu'il n'y a pas de sujet. Notamment, ces derniers temps, on a eu des gros problèmes avec les sujets de sous-traitance, mais on est en capacité, bien évidemment, de vous accompagner, même avec un chiffre d'affaires de zéro et des pertes très conséquentes qui peuvent se chiffrer à plusieurs millions d'euros. Donc, soyez rassurés. Pour un petit complément aussi, c'est qu'il n'y a pas non plus de critères pour s'inscrire dans le dispositif du CIR d'avoir de chiffre d'affaires. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être éligible, d'être soumis à l'IS et d'avoir des dépenses de R&D. Super, donc super nouvelle pour Victor qui nous demande, donc même sans avoir eu d'impôt sur les revenus. Tout à fait. Vous avez pas, il faut être soumis à l'IS et avoir des dépenses de R&D. C'est l'intérêt du dispositif. Parfait. Donc voilà, Victor, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à contacter nos partenaires. Et voilà, je pense qu'on a posé toutes les questions des participants. Et je vous remercie à nouveau, à vous deux, et à tous les participants. Et, voilà, super. Voilà les contacts. De toute façon, nous, on va communiquer sur la diffusion. Et si vous savez pas pu, si vous souhaitez revoir cette présentation, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez contacter notre partenaire, Neftis ou Lector, ils sont à votre disposition. Si vous voulez contacter Finance Innovation, je suis à votre disposition. Et merci encore à toutes et à tous. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci Gisèle pour cette organisation et au plaisir pour les participants. Vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous appeler directement sur notre ligne personnelle, téléphone portable, voilà, pour échanger plus en détail sur votre demande. N'hésitez pas. Au plaisir. Super, merci beaucoup. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir.